La lignée de l'INA, on va rester dans un milieu froid, mais là c'est un milieu différent. Donc on va être en Gaspésie, dans un milieu de montagne. Donc mon projet de recherche, c'est d'étudier l'évolution spatio-temporelle du pergélisol alpin marginal, c'est un terme important, dans le massif des Chic-Chocs. Alors je vais revenir sur le terme marginal, pourquoi? Parce qu'on est donc en Gaspésie, donc c'est le cercle noir ici, et on voit qu'on est vraiment beaucoup plus au sud que la limite du pergélisol latitudinal, donc c'est la limite rouge. Donc on a du pergélisol dans cette zone sud, pourquoi? Parce qu'on a du relief, donc le relief nous amène un climat plus froid avec l'élévation, et ce climat plus froid donc, permet le développement et le maintien du pergélisol, d'où le terme pergélisol alpin, donc c'est lié aux montagnes, et marginal, donc on voit qu'on est très marginal au sud. Donc on est sur le 49e parallèle, donc on est l'un des îlots le plus au sud du Canada. Alors rapidement, le site d'étude, c'est en Gaspésie, l'est du Québec. En Gaspésie, donc c'est une péninsule, on a le massif des Chic-Chocs, et au nord du massif des Chic-Chocs, on a un autre petit massif qui s'appelle le massif des Méga-Eagle, et on a le Mont-Jacques-Cartier, une altitude de 1268 mètres d'élévation. Donc c'est le plus haut sommet du massif, mais aussi du sud du Québec, donc c'est un site quand même important. Donc là, on a vu sur notre Mont-Jacques-Cartier, donc ça c'est le versant ouest. Donc on a un sommet qui est quand même relativement plat, donc c'est un plateau, et on a un étagement de la végétation. Donc en bas, les altitudes les plus basses, on a une végétation plutôt montagnarde. Plus on monte, on arrive dans un étage subalpin, donc là on est plutôt une végétation comme on voit ici en haut à droite, d'épinettes noires et blanches, très rabougries, à cause du froid et surtout à cause du vent, qui limite la croissance de la végétation. Et puis, une fois qu'on monte encore en altitude, on arrive dans l'écozone de toundra alpine. Donc là, on n'a plus du tout de végétation parce qu'on est vraiment très exposé au vent et au froid. Donc là, c'est ce qu'on peut voir dans la photo en haut. On voit l'INA qui marche au milieu de la toundra alpine du Mont-Jacques-Cartier. Donc on voit qu'il n'y a pas de végétation quasiment, à part quelques mousses, quelques herbacées. Et c'est surtout un univers minéral. On y arrive à cet univers minéral où il y a le développement d'une géomorphologie périglaciaire typique qu'on peut voir normalement dans les régions du haut Arctique, donc des polygones liés au gel des gels du sol, des traînées de blocs comme on voit sur la photo du milieu, et surtout donc des champs de blocs, c'est-à-dire des accumulations de blocs à la surface du sol qui forment un dépôt de plusieurs mètres qui vient de la météorisation de la roche en place. Donc le petit contexte scientifique de cette recherche, c'est le pergélisol, il est étudié depuis longtemps, depuis les années 70, avec James Gray et Roger Brown qui ont émis l'hypothèse qu'il y avait probablement du pergélisol au Mont-Jacques-Cartier. Pourquoi? Parce que l'environnement est vraiment similaire aux environnements du haut Arctique, donc des déserts du haut Arctique. Donc pour prouver ça, ils ont fait un forage de 29 mètres de profondeur. Ils ont mis un câble avec des capteurs de température à différentes profondeurs, et ils ont prouvé qu'il y avait bel et bien du pergélisol au Mont-Jacques-Cartier. On voit là les premiers profils de température qui ont été extraits du forage. Donc ils ont montré que c'était un pergélisol qui était relativement chaud, moins 1 degré Celsius à 11 mètres de profondeur, et une couche active donc relativement profonde. Donc la couche active c'est le dégel saisonnier, la profondeur du dégel saisonnier, donc de 6 à 7 mètres, donc là assez profond. Donc mes questions de recherche, c'est de savoir tout d'abord quels sont les facteurs qui contrôlent la distribution du pergélisol au Mont-Jacques-Cartier. On va voir que la neige est l'un des éléments majeurs qui explique tout ça. Deuxième point, c'est voir quelles sont la sensibilité et les réponses du pergélisol alpin du Mont-Jacques-Cartier au changement climatique, parce qu'on a une longue série de données grâce au forage qui a été fait dans les années 70. Donc on pourra étudier ça. Et enfin, savoir le troisième point qui nous intéresse, c'est savoir est-ce que le pergélisol va disparaître, et si oui, dans combien de temps. C'est lent. Donc voilà pour la méthode. Rapidement, on a besoin évidemment, la base de mon étude, c'est des données thermiques. Température de l'air mesurée depuis 2012, température de la surface du sol mesurée par des petits capteurs qu'on voit ici en haut à gauche, qui sont, donc on en a 20 qui ont été dispersés sur le sommet du Mont-Jacques-Cartier à différentes places, et les températures du sol donc mesurées par le forage depuis 1978. Deuxième point important, c'est les données de neige, parce que la neige, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un facteur sûrement, enfin notre hypothèse c'est un facteur important. Donc il faut comprendre la répartition du couvert nival sur le sommet, épaisseur de neige donc, des relevés manuels avec une sonde, et aussi les propriétés physiques et thermiques. Enfin, troisième point, c'était un point plus de modélisation, donc on a recréé les températures de l'air au sommet sur de longues périodes, parce qu'on a des données juste depuis 2012.
On a aussi fait un modèle spatial d'enneigement pour comprendre et pour cartographier l'enneigement au Mont-Jacques-Cartier. Et enfin, on a fait un modèle spatial de température de surface du sol pour comprendre les zones où la surface du sol est le plus froid et donc susceptible d'avoir du pergélisol en dessous. Donc les premiers résultats. Ces deux cartes-là nous montrent à quel point la neige joue un rôle important dans le contrôle des températures de surface du sol. On voit que la carte à gauche, donc c'est les températures de surface du sol pendant l'hiver 2013, pardon. Donc on voit qu'il y a énormément de contraste entre nos différents capteurs. On voit que les capteurs, les points rouges, c'est environ en moyenne l'hiver 0 degré à la surface du sol, alors que les capteurs les plus froids qui sont vraiment sur le plateau, on a des températures de moins 14 environ. C'est vraiment un écart énorme entre nos capteurs de près de 15 degrés en seulement quelques dizaines ou quelques centaines de mètres d'écart. Donc ce n'est pas la différence d'élévation qui peut expliquer ça, ni la différence d'exposition aux radiations solaires. La preuve en est, c'est que l'été, on a des températures qui sont beaucoup plus homogènes à la surface du sol, avec seulement des écarts de 2 degrés entre les capteurs les plus chauds et les capteurs les plus froids. Donc ces cartes-là nous montrent bien que l'hiver, il se passe quelque chose qui ne se passe pas l'été, et la cause, évidemment, c'est le couvert de neige. Donc là, on compare ici nos températures toujours d'hiver à la surface du sol avec le modèle d'enneigement, et on voit que nos températures les plus froides sont enregistrées sur le plateau. Donc le plateau, on voit qu'il y a très peu de neige. Pourquoi? Parce que comme on le voit ici sur la photo aussi, il y a beaucoup de vent en Jacques-Cartier, donc toute l'année, il n'y a pas de végétation, très peu de rugosité qui pourrait accrocher toute cette neige. Donc la neige ne peut pas s'accumuler sur ce plateau-là. Inversement, dans les zones de végétation comme on a ici, on retrouve ici sur le modèle, ou dans le versant qui est sous le vent, donc qui accumule toute la neige balayée du plateau, donc c'est cette zone-là, on a des épaisseurs considérables et donc des températures plus chaudes. Pourquoi? Eh bien, on va le voir tout de suite, voilà. On voit ici deux régimes thermiques différents. Celui du haut, c'est le régime thermique dans une zone où il n'y a pas de neige. Donc on voit que la courbe rouge, qui est les températures de surface, est quasiment identique que celle des températures de l'air. Donc on n'a pas d'effet réchauffant du couvert de neige par isolation. Inversement, on voit en bas que dans les zones où il y a beaucoup de neige, 1 mètre, 2 mètres et plus, eh bien notre courbe de température du sol, elle reste à 0 degré tout l'hiver. Pourquoi? Parce que la neige apporte un effet isolant et découpe les températures de surface avec les températures de l'air. Donc là, on voit vraiment deux régimes thermiques différents entre les zones enneigées et les zones où il y a quasiment pas de neige. On le retrouve aussi ici dans cette relation, qui est vraiment une bonne relation entre l'épaisseur de neige et les températures moyennes annuelles à la surface du sol. Donc on voit qu'au-delà de 50 cm, eh bien, on passe dans des températures supérieures à 0 degré. Donc 50 cm, c'est vraiment l'épaisseur un peu seuil, qui nous permet d'avoir des températures trop chaudes pour avoir du pergélisol en profondeur. Donc ça, c'est une bonne donnée à voir qui coïncide beaucoup avec ce qu'on retrouve dans la littérature. Tout ça nous amène à faire un modèle donc, spatial de température de surface du sol, basé donc, sur le couvert de neige, mais aussi sur les radiations solaires, aussi sur la température de l'air. Et on trouve donc qu'on a une surface d'environ 2,4 km² où la température moyenne annuelle est inférieure à 0 degré. Donc ça, c'est la zone où potentiellement on peut avoir du pergélisol avec des températures, je le mentionne, qui sont dans la normale climatique, c'est-à-dire moins 3 degrés. Donc on s'entend qu'aujourd'hui, déjà, on n'est plus vraiment dans cette situation-là, parce qu'on a réchauffé par rapport à la normale de 1980 à 2010. Réchauffement climatique, on arrive dans le volet plutôt du réchauffement. Donc l'évidence tout d'abord du réchauffement dans les chic-chocs, on voit que, donc ça c'est les températures que j'ai modélisées à partir des stations locales comme Gaspé, Captcha, parce qu'évidemment d'altitude on n'a pas de données enregistrées, donc ça c'est des interpolations. Donc on voit que de 70 à 80, on est relativement stable, pas de réchauffement ni de refroidissement majeur, mais depuis 90, la fin des années 90, on a un réchauffement quasi constant et vraiment très important. 2010 c'est particulièrement chaude avec un excédent de 2 degrés par rapport à la normale climatique de 80 à 2010. Et donc ça a des répercussions évidemment sur nos températures du sol. Donc ça c'est les températures dans le sol à différentes profondeurs dans le forage. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a exactement les mêmes fluctuations décennales. Donc on voit que les températures du sol réagissent très vite aux températures de l'air. Pourquoi? Parce qu'on est dans de la roche et donc il n'y a pas d'inertie thermique, il n'y a pas un temps de réponse comme il peut y avoir dans les pergélisols riches en glace qu'on voit au nord, qui peuvent prendre des fois des années, voire des décennies.
Nous, on réagit tout de suite parce qu'on est dans du bedrock, dans de la roche. Et donc, la tendance générale aussi, comme les températures de l'air depuis les années 90, c'est au réchauffement très fort. On le voit aussi ici avec les profils thermiques depuis 2009. On voit que chaque année est plus chaude que la précédente en profondeur. Donc, on comprend bien que si cette tendance continue, on va bientôt passer la limite fatidique du 0 degré et donc dégeler notre pergélisol et perdre donc ce pergélisol-là au Mont-Jacques-Cartier. Maintenant, on va voir un peu vers le futur. Donc, selon les projections Ouranos, on devrait, en Gaspésie et sur les sommets gaspésiens, gagner 1,5 degré d'ici à 2070. Donc, c'est comme un réchauffement important qui devrait se produire. Et les conséquences, donc, sur notre pergélisol, ben, vous devinez bien, vu qu'il est déjà extrêmement proche du point de fusion, c'est qu'on va le perdre assez prochainement. Donc, là, on retrouve notre carte qu'on a vue tout à l'heure avec le scénario de superficie probable du pergélisol avec la normale climatique. Dans un scénario de plus 1 degré de la température de l'air, donc c'est à peu près ce qu'on a aujourd'hui, on a déjà une superficie divisée par 2, donc déjà une perte importante. Avec un scénario de température de l'air de plus 2 degrés, ce qui correspond à peu près aux projections pour 2040, on a quasiment plus de pergélisol, 400 mètres carrés, on entend que c'est quasi rien, c'est ridicule. Et avec un scénario de plus 3 degrés Celsius, qui correspond à peu près au terme de 2070, eh bien on n'a plus du tout de pergélisol, et on est loin même d'avoir des conditions à pergélisol, parce qu'on a des températures de surface de plus 1 à plus 2 degrés. Donc ça réchauffe, et ça réchauffe très vite. Voilà, pour conclure, donc les points importants qu'il faut retenir pour comprendre la dynamique du pergélisol du Mont-Jacques-Cartier, c'est que c'est un pergélisol qui est contemporain, donc qui est censé être en équilibre avec les conditions climatiques actuelles, et qui est surtout dépendant de l'absence ou de la quasi-absence de neige sur le sommet, donc qui permet au sol de se refroidir beaucoup, parce qu'il n'y a pas l'effet isolant du couvert de neige. Donc cet intérêt-là pour la neige est vraiment important. Et c'est un pergélisol donc, qui est extrêmement réactif aux fluctuations et aux signaux climatiques, parce qu'on est dans de la roche, donc forte conductivité thermique, peu de teneur en eau ou en glace. Et donc, on est dans un pergélisol aussi très chaud, très proche du point de fusion, donc très sensible au moindre réchauffement climatique. Et on comprend bien qu'à terme, le pergélisol est voué à disparaître de manière certaine. On n'est jamais certain en science, mais quasi certaine dans les décennies à venir. Et disons, à l'horizon 2040, je pense qu'il n'y aura plus de pergélisol au Mont-Jacques-Cartier.